Voilà, donc juste quelques mots pour présenter Pascale Sénélard. Donc Pascale Sénélard est chercheuse au centre, chercheuse ou chercheur, je ne sais pas, au centre de nanosciences et nanotechnologie. Donc Pascale Sénélard est diplômée de l'École Polytechnique et docteur en physique quantique de l'Université Paris 6. Elle rejoint le CNRS en 2002, je crois un an après sa thèse. C'était une époque où c'était un peu plus favorable qu'aujourd'hui. Et elle est directrice de recherche depuis 2011. De plus, depuis 2014, elle est professeure de mécanique quantique à l'École Polytechnique. Donc son activité de recherche se situe à l'interface entre les nanosciences, la physique des semi-conducteurs et l'optique quantique. Elle travaille à développer des composants optiques pour le traitement de l'information quantique. Donc, tout d'abord, elle étudia des nanostructures semi-conductrices, donc des boîtes quantiques, dans des cavités de taille micrométrique, et plus particulièrement l'émission spontanée dans un régime de couplage fort. Donc, ces résultats ouvraient la voie à des expériences plus sophistiquées d'optique quantique et atomique à l'état solide. Ensuite, elle a inventé une technologie qui permet de réaliser une cavité optique autour d'une boîte quantique préalablement choisie avec une précision nanométrique. Donc, cette technique de gravure par laser, donc c'est de la lithographie optique in situ à très basse température, lui a permis de fabriquer des sources émettant des photons uniques ou des paires de photons intriqués les plus brillantes jamais réalisées. Avec un contrôle unique de ces structures semi-conductrices, son groupe enchaînera les premières mondiales en alliant nanotechnologie, contrôle de l'environnement, expérience d'optique quantique et de physique atomique. Ces multiples succès ont valu à Pascale Sénélard d'être une des plus jeunes physiciennes à recevoir la médaille d'argent du CNRS en 2014, puis de devenir fellow de la Société américaine d'optique en 2018. Bien que menant des recherches principalement fondamentales, Pascale Sénélard s'intéresse au potentiel applicatif de ses recherches et dépose des brevets. Suite au succès des sources de photons uniques auprès de la communauté des technologies quantiques, elle cofonde avec deux postdoctorants ou doctorants la société Candela, qui compte aujourd'hui 8 salariés. Donc aujourd'hui, elle consacre une part de son temps à la société Candela en tant que conseillère scientifique, mais demeure avant tout une chercheuse. Donc de son côté, Candela réunit elle aussi un bon palmarès de prix d'innovation, dont le Grand Prix ILAB 2018. Et très récemment, donc cet automne, la présidente de l'Université Paris-Saclay vient de confier à Pascale Sénélard la mission de structurer toutes les forces du quantique sur le plateau de Saclay. Donc chercheuse, entrepreneuse, chargée de mission, Pascale Sénélard est animée d'un dynamisme communicatif et s'attache à rendre ses thèmes de recherche et ses résultats accessibles à un large public. Elle est régulièrement sollicitée par les médias pour parler de ses recherches et nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique pour cette introduction. Merci vraiment, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici, merci à vous tous d'être là. C'est un grand plaisir d'essayer aujourd'hui de vous présenter ce qu'on appelle cet ordinateur quantique, cet objet dont on parle de plus en plus souvent dans les médias récemment. Je vais essayer d'expliquer les principes physiques qui sous-tendent cet objet, les promesses qu'il porte, quelques réalisations physiques et puis surtout les défis, en fait, les énormes défis scientifiques et technologiques auxquels on s'attaque quand on essaye de construire cet ordinateur quantique. Alors, comme Dominique l'a dit, sur cette première planche, j'ai mis... alors, il est éteint. Et j'ai oublié comment ça s'allumait. Non, c'est bon. Sur cette première planche, j'ai mis plusieurs images qui illustrent plusieurs implémentations physiques de cet ordinateur quantique. Je les expliquerai toutes dans cet exposé. Je travaille pour ma part dans le développement et l'étude de tout petits composants qui peuvent servir de briques de base pour l'ordinateur quantique à base de photons. Alors, ce sujet est un sujet au cœur de l'actualité scientifique. Vous avez probablement entendu parler en octobre dernier de l'annonce faite par Google de suprématie quantique atteinte pour la première fois avec un processeur à base de bits supraconducteurs, de matériaux supraconducteurs. Je vais expliquer tout ça. Je voulais aussi faire référence à un autre moment très fort dans l'actualité scientifique sur ce domaine des technologies quantiques. C'était en juin 2017, quand la Chine a annoncé avoir fait pour la première fois des communications quantiques par satellite. Les deux sujets, vous le verrez, sont très liés. Donc c'est un sujet d'actualité scientifique très actif, publication dans Nature, Science, etc.
Au cœur de l'actualité économique également, si vous regardez, c'était ce titre de la revue Nature, toujours en octobre, vous voyez, on parle de la course à l'or quantique. On a maintenant des investissements massifs dans ces technologies qui commencent à avoir lieu au niveau international. Au niveau dépôt de brevets, on voit sur ces chiffres ici, qui montrent les brevets déposés depuis 2012, que la Chine dépose massivement des brevets, principalement sur le thème des communications quantiques, pendant que les États-Unis déposent massivement des brevets sur le thème de l'ordinateur quantique. Évidemment, quand on arrive à ce genre de sujet, ce sujet devient également politique. Je vais aussi expliquer pourquoi en fait, les applications des technologies quantiques concernent des enjeux de souveraineté en général. Et donc, c'est aussi ce qui transparaît dans les journaux. Le Guardian, en 2017, qui comparait la course au quantique comme une nouvelle course spatiale. Et puis, les surenchères d'investissement massifs, la Chine, 10 milliards simplement sur un centre pour faire un ordinateur quantique, les États-Unis, 1 milliard annoncé l'an dernier. Les magazines économiques qui regardent ça attentivement. Et puis, l'Europe s'est mise en marche en 2018 en lançant un flagship sur les technologies quantiques. Et la semaine dernière, actualité très récente, 9 janvier 2020, Paola Forteza, députée, mandatée par le Premier ministre en avril dernier, rendait son rapport sur les technologies quantiques, rapport intitulé « Quantique, le virage technologique que la France ne ratera pas ». Donc vous voyez qu'on est dans un sujet très chaud. Ça change beaucoup la façon de travailler dans le domaine. C'est assez spectaculaire comme les choses bougent ces derniers temps. Alors, c'était la partie un petit peu contexte. Je voudrais, en premier lieu, discuter en fait de ce qui sous-tend au niveau de la physique, ces technologies quantiques. Et donc, je vais parler de physique quantique et des révolutions technologiques qu'elle a permis. Donc la première chose en fait que la physique quantique a introduit, qui a complètement modifié notre quotidien, c'est la notion qu'une particule est à la fois une onde et une onde est à la fois une particule. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, qui a été introduite par les fondateurs de la mécanique quantique. Ces deux concepts sont très différents. Quand on parle d'une particule, on pense à un objet avec une position bien déterminée qui va dans une direction donnée. Quand on pense à une onde, on pense à une onde qui va remplir tout l'espace et qui va subir des interférences. On voit les vagues qui s'ajoutent et qui se soustraient suivant les phases relatives entre les deux bras. Alors cette dualité onde-particule, elle a comme première conséquence la quantification des énergies, des niveaux d'énergie pour des particules. Donc en mécanique quantique, si je considère une particule dans un petit puits de potentiel, en mécanique classique, cette particule peut prendre n'importe quel niveau d'énergie dans ce puits de potentiel. C'est ce qui est illustré ici sur ce pompier qui peut être n'importe où sur son poteau, là, sur le petit dessin à droite. En mécanique quantique, ce que les fondements montrent, c'est que en fait, ce n'est plus vrai. Une particule en mécanique quantique ne peut prendre que certains niveaux d'énergie discrets, bien définis, comme sur cette échelle. Et l'origine de cette quantification des niveaux d'énergie, c'est vraiment la dualité onde-corpuscule. Parce que si vous imaginez que cette particule que je dessine ici, qui peut représenter un électron, est aussi une onde, et que le puits de potentiel est infini, cette onde ne doit pas sortir de ce puits. Et donc on se retrouve un peu comme une situation bien connue, celui de la guitare, où je vais devoir annuler mon onde à chaque bord, et ça va définir des niveaux d'énergie discrets, qui sont en fait ces résonances qui peuvent avoir lieu en fait simplement liées à la taille du puits que je considère. D'accord ? Donc cette quantification des niveaux d'énergie, eh bien, c'est ce qui est au cœur de la première révolution technologique qu'on a vécue au XXe siècle, qui est au cœur de tous ces composants que je présente ici, qui sont dans notre quotidien maintenant de manière routinière, le transistor, les lasers, et même la navigation assistée par satellite, le GPS. Dans le GPS, on utilise des horloges atomiques qui permettent, grâce à la connaissance très précise des niveaux d'énergie des atomes, de synchroniser les signaux entre différents GPS pour être capable de faire une triangulation de votre position. Tous ces principes sont des principes de la mécanique quantique qui montrent que la mécanique quantique est déjà largement dans notre quotidien. Pourtant, le site du flagship européen sur les technologies quantiques a pour titre « The Future is Quantum ». Alors, c'est un peu étonnant de dire ça avec ce que je viens de dire. En fait, l'idée, c'est qu'on va vers une deuxième révolution technologique qui exploite des concepts beaucoup plus subtils de la mécanique quantique,
qui ne sont pas simplement la quantification des niveaux d'énergie, mais ce qu'on appelle la superposition quantique et l'intrication. Alors la superposition quantique, c'est l'idée que, encore une fois, comme une onde est à la fois une particule et vice-versa, si je prends par exemple un électron et que je l'envoie sur un circuit qui aurait 2 branches, il va pouvoir sortir sur les 2 branches à la fois, si c'est une onde. Et donc je vais comme ça, en fait, passer du bit d'information classique, qui va prendre la valeur 0 ou 1, au bit d'information quantique, qui pourra prendre n'importe quelle valeur, alpha 0 plus bêta 1, avec la contrainte simplement que alpha et bêta sont complexes et alpha 2 en module plus bêta 2 est égal à 1. Voilà, et je passe du bit d'information classique au bit d'information quantique, et vous voyez que j'ai beaucoup plus de possibilités, je peux encoder beaucoup plus d'informations sur un bit quantique que sur un bit d'information classique. On peut le représenter sur la sphère qu'on appelle la sphère de Bloch. Cet état ici peut parcourir toute la surface d'une sphère, quand le bit classique est consigné simplement à la valeur au pôle nord ou au pôle sud ici. Alors avec cette simple image de superposition, une particule peut être à la fois dans l'état 0 et dans l'état 1, je vais pouvoir illustrer très simplement, très grossièrement aussi, mais ça donne une idée de la puissance que peut donner la mécanique quantique et la superposition quantique pour réaliser des calculs de manière plus efficace. Alors pour ça, je vais prendre l'exemple qui a été proposé dans cette petite documentaire qui s'appelle La fabrique du cosmos, qui est excellent. L'exemple du labyrinthe, faire sortir un personnage d'un labyrinthe. Si je veux faire sortir un personnage d'un labyrinthe avec un ordinateur classique, l'ordinateur classique va guider mon personnage et à chaque intersection, le personnage va devoir choisir entre aller à gauche ou à droite. Et donc il va devoir parcourir séquentiellement tout le labyrinthe, prendre des notes, consigner les cul-de-sac afin de trouver progressivement la sortie. Vous voyez où je veux en venir. Si maintenant je veux résoudre ce problème avec un ordinateur quantique, à chaque intersection, l'ordinateur quantique n'a pas à choisir entre aller à droite et aller à gauche. Il peut guider son petit personnage et lui faire parcourir tous les chemins en parallèle. On va avoir une exploration parallèle de tous les chemins. Et là, on voit bien que le personnage va trouver la sortie très efficacement, très rapidement. Donc cet exemple, qui est très simple, illustre malgré tout assez bien la puissance du parallélisme quantique. Il montre aussi que en fait, l'ordinateur quantique va pouvoir accélérer certains types de calculs, pas tous. Ça sera des calculs où cette parallélisation particulière va permettre de gagner par rapport à un ordinateur classique. L'autre chose très importante que je veux souligner ici, c'est que l'ordinateur quantique va faire son calcul de façon très différente de l'ordinateur classique. Si on lui pose un problème, il va trouver la solution. Mais si on lui demande comment tu as trouvé la solution, par quel chemin es-tu passé pour sortir du labyrinthe, il ne pourra pas répondre. Donc c'est un calculateur qui trouve la sortie, il résout le problème, mais il ne pourra pas dire quel chemin il faut suivre. D'accord ? Alors la raison derrière cela est très importante et très fondamentale. C'est le rôle très important de la mesure en mécanique quantique. Donc en mécanique quantique, quand je veux revenir sur cette écriture ici que j'ai écrit, que mon bit quantique est dans l'état alpha 0 plus bêta 1. Si j'essaye de mesurer mon état, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais trouver que mon état est dans l'état 0 avec une probabilité alpha 2 et dans l'état 1 avec une probabilité bêta 2. Donc je vais avoir un résultat aléatoire de la mesure avec ces probabilités-là. Et ce qui est très important, c'est qu'après la mesure, une fois que j'ai mesuré que mon bit quantique était dans l'état 0, eh bien, il est dans l'état 0. Donc je ne peux pas, avec cette image, suivre le chemin suivi par le personnage dans le labyrinthe. Si je veux savoir par où il est passé, il n'est plus partout, il est là où il est, où je l'ai mesuré. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir comment le personnage est sorti du labyrinthe, et c'est pour ça que l'ordinateur quantique repose sur des concepts très fragiles, qui est cette superposition quantique. Le deuxième ingrédient de ce qu'on appelle la deuxième révolution technologique liée à la mécanique quantique, c'est l'intrication. L'intrication, c'est une propriété subtile qui décrit l'état de deux particules qui ont un destin qui est lié. Alors avec l'écriture que j'ai déjà présentée, en fait, je peux vous présenter cet état typique de deux particules, particule A et particule B, qui sont dans cet état ici, qui est un état intriqué. Alors, qu'a-t-il de spécial cet état ? Eh bien, il décrit une situation dans laquelle les deux particules sont dans l'état 0, la particule A est dans l'état 0 et la particule B dans l'état 0, et les deux particules sont dans l'état 1.
Et donc ce qui se passe avec ce genre d'état, c'est que si je mesure A dans l'état 0, alors B va être dans l'état 0. Et si je mesure A dans l'état 1, alors B va être dans l'état 1. Donc je suis capable de mettre deux particules dans un état dont le destin ensuite est complètement corrélé, parfaitement corrélé au sens quantique du terme. Alors je peux prendre une analogie plus simple, je peux prendre deux pièces de monnaie. C'est une situation, alors une pièce de monnaie en deux faces, pile ou face, c'est une situation où je serais capable de prendre deux pièces de monnaie, les jeter en l'air, et quand elles vont retomber, elles peuvent retomber, je peux les distribuer entre deux personnes, entre ici Alice et Bob. Là, chacun va recevoir une pièce de monnaie. Quand les pièces vont tomber dans les mains, elles seront forcément du même côté dans les deux mains. Je ne sais pas quelle valeur aura la pièce, pile ou face, mais je sais qu'Alice et Bob auront chacun dans leurs mains la même valeur de la pièce. Et là, c'est une propriété qu'on peut utiliser pour échanger la même information entre deux personnes. Une information qui ne peut pas être interceptée par un espion, parce que si l'espion intercepte la pièce, eh bien Alice va dire « Ah ben moi j'ai rien reçu » et donc on ne va pas considérer cette situation où il y en a seulement un qui a reçu la pièce. Donc c'est une propriété de la mécanique quantique qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour faire des communications quantiques parfaitement sécurisées, mais aussi dans l'ordinateur quantique. Alors, une des raisons pour laquelle je parle aussi des communications quantiques, c'est que la première application qui a été bien identifiée pour un ordinateur quantique, c'est justement la possibilité de complètement décoder les clés aujourd'hui utilisées dans nos communications classiques. Donc ça a été un moment important dans le domaine. En 1997, quand Peter Shor a trouvé un algorithme qu'on ferait sur un ordinateur quantique qui permettrait de factoriser des nombres premiers en gagnant de manière considérable le temps de calcul par rapport à l'ordinateur classique. Aujourd'hui, toutes nos clés sécurisées qu'on utilise par exemple pour échanger notre numéro de carte bancaire sur Internet, etc., utilisent la difficulté qu'il y a à trouver à partir d'un grand nombre quels sont les facteurs premiers de ce grand nombre. Eh bien, l'ordinateur quantique pourrait faire ça de manière très efficace. Alors, ce papier a secoué un peu la communauté parce que c'était la première fois qu'on trouvait une application très importante de l'ordinateur quantique. Alors, il faut tout de suite se rassurer, hein, il faut des dizaines de millions d'excellents bits quantiques pour faire cet algorithme. On n'en est pas du tout là. Malgré tout, la communauté se prépare à cette éventualité, la menace de l'ordinateur quantique qui pourrait décrypter toutes les clés d'encryption actuelles. De deux façons, la réponse va être soit computationnelle, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, qui, en fait, l'idée, c'est de développer des protocoles d'encryption qui ne sont pas accélérés par l'ordinateur quantique. Alors, c'est un sujet très actif et l'Institut des standards NIST aux États-Unis a décidé en 2016 qu'il fallait absolument changer de protocole d'encryption et a lancé un appel pour des protocoles de cryptographie post-quantique. Donc on se prépare à changer ça. L'autre réponse, c'est une réponse plutôt côté infrastructure, hardware, c'est d'utiliser la communication quantique que j'ai décrite avant avec mes deux pièces de monnaie dont le destin est corrélé. C'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique. C'est ce qu'a fait la Chine en 2017 avec son satellite et des paires de photons intriqués. La Chine qui a également déployé un réseau fibré pour les communications quantiques sur des milliers de kilomètres déjà en place. Donc ils avancent très vite. Autre application de l'ordinateur quantique, qu'on appelle l'ordinateur quantique universel, c'est toutes les applications où on a besoin d'une grosse puissance de calcul, HPC. Donc ce sont des applications comme le machine learning, l'intelligence artificielle, la gestion des grosses bases de données, tout ce qui est problème d'optimisation du trafic, de l'énergie, des problèmes de simulation de nouveaux matériaux, si on veut par exemple créer un nouveau matériau supraconducteur ou des nouvelles molécules en chimie, et également les finances. Bon, ça fait partie d'une des applications potentielles de l'ordinateur quantique. Et la liste, en fait, cette liste d'applications, elle n'arrête pas d'augmenter que maintenant que les industriels s'intéressent à la question. Alors j'ai illustré ici, en fait, le premier ordinateur quantique qui a été commercialisé en 2010, c'est la société D-Wave qui a été créée en 1999. C'est dire s'ils étaient en avance de phase sur le reste de la communauté. Et cet ordinateur quantique permet de faire quelque chose de très particulier qu'on appelle le recuit quantique, est aujourd'hui utilisé par un grand nombre d'acteurs pour commencer à comprendre un petit peu comment marche cet ordinateur quantique. Et là, on voit
Par exemple, un calcul d'optimisation de trafic entre un centre-ville et un aéroport qui est optimisé grâce à l'ordinateur quantique. Alors, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre une deuxième révolution technologique? Les physiciens qui développent tous ces sujets, vous allez voir, je vais parler des enjeux, des défis, mesurent l'énorme travail qui est devant nous, hein, et donc certains sont très pessimistes, d'autres plus optimistes, mais globalement c'est un sujet qui clive un petit peu les débats. Moi j'ai une vision un peu pragmatique. Je me rappelle, même si j'étais pas née, mais je me rappelle qu'au milieu du XXe siècle, on en était là pour les communications avec des gens qui commutaient à la main, des ordinateurs à fiches, et personne n'a vraiment compris comment on en était arrivé là. Ça a été un travail incroyable. On a tous un ordinateur slash téléphone dans notre main qui est hyper connecté. Et honnêtement, le chemin entre les deux, personne n'a vraiment compris comment il s'est fait, mais il s'est fait. Donc, raisonnablement, vu les progrès scientifiques des 20 dernières années, on peut penser qu'on est dans une phase d'accélération des progrès technologiques sur ces thématiques. Alors, quelles sont les briques de base de l'ordinateur quantique ? Alors, je vais comparer avec l'ordinateur classique. L'ordinateur classique, il a un processeur, une mémoire dans laquelle je stocke les programmes, un disque dur où je stocke les données. Ça nourrit le processeur. Il est aussi connecté à tout un tas d'accessoires, le réseau, etc. L'ordinateur quantique va être assez différent. Finalement, ça va être un coprocesseur. L'ordinateur quantique, il va toujours travailler avec l'ordinateur classique. Il n'est pas question d'envisager que l'ordinateur quantique serve à faire tout. Ça n'a aucun sens. Simplement des tâches particulières, Donc c'est un coprocesseur qui a plusieurs ingrédients qui sont illustrés ici, qui en fait sont résumés par ce papier fondateur de David DiVincenzo en 2000, qui en fait définit la liste nécessaire pour fabriquer un ordinateur quantique universel. Un ordinateur quantique universel, pour le faire, il faut un système physique qui peut être mis à l'échelle, donc je peux avoir beaucoup de qubits, pour définir mes qubits et les caractériser. Je veux pouvoir les initialiser, les mesurer et puis les manipuler avec des portes logiques. Et puis, il y a cette dernière ligne ici qui est un petit peu mystérieuse. J'ai besoin d'un long temps de cohérence. Donc, je vais expliquer ce dernier point qui est le plus critique dans tout ça à la fin. Alors, un système physique avec des qubits bien caractérisés, en gros, je veux deux niveaux d'énergie que je vais appeler 0 et 1. D'accord ? Donc, il y a 36 façons de faire ça, beaucoup plus que ça d'ailleurs. Si je prends un atome dont je connais les niveaux d'énergie, je peux par exemple décider que ces deux petits états ici, 5p1,5, 5p3,5, dans le rubidium, pourraient constituer le 0 et le 1. Ce n'est pas forcément ça qu'on fait, mais on pourrait. Si je prends un électron qui a un moment intrinsèque qu'on appelle le spin, ce spin peut être orienté dans une direction ou dans l'autre, vers le haut ou vers le bas. Je peux appeler l'état quand il est vers le haut l'état plus, enfin 1, et l'état vers le bas 0. Si c'est la lumière, je peux m'amuser à utiliser la polarisation. Le champ électrique oscille dans la lumière et il va pouvoir osciller dans la direction verticale ou horizontale et je peux appeler ça 0 ou 1. Donc ça, c'est assez facile. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que je sois capable d'initialiser ces qubits, les mettre tous dans l'état 0 par exemple. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas non plus très compliqué. Sans rentrer dans le détail, ça peut se faire avec des méthodes optiques pour les atomes ou avec des ondes micro-ondes, par exemple, pour les spins. Pour la lumière, c'est très simple. Si j'utilise la polarisation, si j'ai une lumière qui est non polarisée, je la fais passer à travers un polariseur et à la sortie, elle est polarisée. Et donc, ça définit mon état qubit 0, par exemple. Troisième critère, la capacité à mesurer l'état du qubit, savoir dire s'il est 0 ou 1. Alors, de la même façon, ce n'est pas très compliqué. Par exemple, dans l'atome, si j'avais appelé cet état-là 0 et celui-là 1, en fait, simplement en regardant la longueur d'onde des photons qui seraient émis par cet atome, je serais capable de dire si l'atome était dans l'état 0 ou dans l'état 1. Côté photon, polarisation, il suffit par exemple que je prenne un cube, un élément classique, qui sépare la polarisation entre d'un côté la polarisation horizontale, de l'autre verticale. Je mets deux détecteurs et je suis capable de dire si mon qubit est dans l'état 0 ou dans l'état 1. Alors, là où on commence à aller vers des choses un petit peu plus sophistiquées, c'est quand on va vouloir manipuler ces qubits. Alors, on veut un jeu de portes quantiques qu'on appelle universel. Ces portes quantiques, ce jeu de portes quantiques comporte des portes logiques à 1 qubit et des portes logiques à 2 qubits.
Donc les portes logiques à 1 qubit, c'est des portes logiques qui permettent de passer d'aller vers n'importe quel état alpha 0 plus bêta 1, n'importe où sur la sphère que je présentais tout à l'heure. Alors on en a plusieurs ici présentés, la porte qu'on appelle poly X, poly Y, poly Z ou Hadamard. Donc la première par exemple, simplement à l'inverse le 0 et le 1. On passe de alpha 0 plus bêta 1 à bêta 0 plus alpha 1. La porte de Hadamard, elle fait passer de l'état 0 à l'état 0 plus 1 sur racine de 2. Bon. Mais il me faut aussi un jeu de portes logiques à 2 qubits. Donc là, c'est des matrices du coup 4-4. J'ai 2 états pour chaque qubit. Et l'idée, c'est qu'un qubit va contrôler l'état de l'autre. Alors ça ressemble très fortement aux tables logiques qu'on a appris en électronique, les portes OR et OU, tout ça. Avec une différence, c'est que dans l'ordinateur quantique, quand j'envoie 2 qubits à l'entrée d'une porte logique, à la sortie, ces 2 qubits sont intriqués. D'accord, c'est l'état dont je discutais tout à l'heure, qui ont un destin corrélé. Donc on voit par exemple ici une porte control node, qui est en fait l'équivalent de la porte XOR en classique. Donc si le qubit de contrôle est dans l'état 0, ça ne fait rien, et s'il est dans l'état 1, on échange la valeur des 2 qubits. Voilà, alors le dernier critère, le plus mystérieux de tous, c'est cette histoire de temps de décohérence. Je veux un long temps de décohérence. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, la décohérence, ça décrit le fait que l'état quantique que j'ai écrit, ce bit quantique alpha 0 plus bêta 1, en mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle un état quantique pur. C'est un état quantique qu'on a dans un système qui est parfaitement isolé de son environnement. C'est un état quantique dont je connais parfaitement l'évolution. Je sais exactement, à l'instant ultérieur, quel sera l'état de ce qubit. Et donc, c'est une situation idéaliste, parce que dans la vraie vie, mon qubit, il va être couplé à un environnement. Qu'est-ce que c'est que cet environnement? Tout. Si c'est un électron, par exemple, mon électron, il va être sensible à toute fluctuation du champ électrique, aussi loin soit-elle, et il va potentiellement être sensible à ça. Si c'est encore un électron, mais je m'intéresse à son spin, ça va aussi s'intéresser à toutes les fluctuations magnétiques qu'il y aura dans son environnement. Il y a aussi la température, tout ce qui est vibration, les ondes acoustiques. Tout ça, en fait, à partir du moment où mon bit quantique se couple à ça, on voit que finalement, je ne suis plus capable de prédire l'avenir d'évolution de mon bit quantique. C'est ce qu'on appelle, on sort d'une évolution unitaire en physique, en mécanique quantique, et je perds de l'information, et donc je perds la cohérence, je perds cette superposition. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Alors c'est ça le gros challenge. On veut, en gros, couper tout couplage du qubit à son environnement. Mais on est face à un paradoxe, parce que, en gros, je veux que mon qubit soit parfaitement isolé pour qu'il ne décohère pas du tout. Et en même temps, je veux pouvoir le contrôler. Donc je veux pouvoir le coupler à ce qui m'intéresse, un contrôle classique, par exemple un laser ou un champ électrique, etc., pour le manipuler, ou aussi à d'autres qubits pour faire des portes logiques à 2 qubits. Donc vous voyez qu'on a ici une contradiction apparente, que je veux être capable à la fois d'avoir un qubit parfaitement isolé et en même temps lui parler. Et donc ça, c'est vraiment la difficulté qu'on a sur l'ordinateur quantique, et c'est pour ça que ce temps de cohérence est très important. Alors maintenant, discutons un petit peu des différentes façons de fabriquer cet ordinateur quantique. Alors il y a beaucoup de recherches au niveau international, et donc ici, j'ai rassemblé les plateformes les plus explorées, en fait en ordre décroissant de maturité. Qubits supraconducteurs, ions piégés, photons, et puis des systèmes un peu plus récemment ou un peu moins avancés, des qubits dans le silicium ou dans les atomes neutres. Donc je vais beaucoup détailler les 3 premiers et donner quelques indications sur comment fonctionnent les 2 derniers. Alors, l'idée de faire un ordinateur quantique avec des matériaux supraconducteurs est au départ motivée par l'idée que dans les matériaux supraconducteurs, l'électricité peut circuler à l'infini sans se dissiper. Donc c'est évidemment un système très bon pour ne pas avoir de perte, la décohérence dont je parlais tout à l'heure. Alors la façon la plus simple de se dire je vais faire un circuit supraconducteur, ça va être par exemple de regarder un circuit du type LC. Une bobine, une inductance, tout ça fait dans les matériaux supraconducteurs. Alors il se trouve que ça ne marche pas. Si en mécanique quantique on essaye de modéliser ce circuit, en fait on se rend compte que c'est un oscillateur harmonique. Ce que ça veut dire, c'est que les niveaux d'énergie sont équidistants. Et quand des niveaux d'énergie sont équidistants, je ne peux pas isoler 2 niveaux avec lesquels je vais parler seulement.
Parce que si j'ai un laser, par exemple, qui parle entre ces niveaux-là et ce niveau-là, il va aussi parler entre celui-là et celui-là, etc. Donc ça ne peut pas faire un bit quantique. Donc l'ingrédient, c'est de rajouter une non-linéarité. Cette non-linéarité, elle va être fournie par ce qu'on appelle une jonction Josephson. En fait, l'idée, c'est d'introduire une petite couche d'oxyde entre deux brins supraconducteurs. Cet objet va créer une non-linéarité qui fait que maintenant, les niveaux d'énergie ne vont plus être équidistants. Et ça me permet d'isoler deux niveaux que je vais appeler mon état 0 et mon état 1. Alors, autre chose importante, quand on met des chiffres, on voit que les écarts en énergie entre ces niveaux est de l'ordre de quelques gigahertz. Là, si on convertit en termes d'énergie, c'est de l'ordre de 200 millikelvin. Et c'est pour ça qu'on voit que l'ordinateur quantique supraconducteur doit fonctionner à très très basse température. Parce qu'il ne faut pas qu'un quantum d'énergie thermique puisse emmener mon système de l'état 0 à l'état 1. D'accord ? Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut fonctionner à très basse température. Alors les qubits supraconducteurs ont un certain nombre on peut les voir en différents goûts. On peut faire des qubits de charge, des qubits de flux, des qubits de phase, et en fait il y a toute une zoologie. Tout ça, toutes les architectures sont faites pour minimiser toutes les sources de bruit. Et puis pour coupler deux qubits pour faire des portes logiques, en fait il y a deux grandes façons de faire. Soit je prends mes deux qubits et je vais mettre un petit circuit électrique entre les deux qui va permettre de les coupler. Donc je reste dans le domaine de l'électronique quantique tout du long. Ou je vais utiliser ce qu'on appelle un bus quantique. Je vais passer de l'électronique à la photonique, alors photonique micro-ondes, ici pour intriquer mes deux qubits à distance. Alors, je vous montre ici une photo d'une microscope optique d'une puce. Elle fait quelques millimètres de long. Chaque croix ici, donc ça a été fait à l'ETH à Zurich, chaque croix ici représente un qubit. Les petits encoches ici bleues et roses permettent de contrôler le qubit. Les lignes ici vertes et bleues permettent de le lire. Et puis cette ligne ici entre deux qubits, c'est une cavité micro-ondes qui permet d'intriquer les deux qubits en utilisant un photon micro-ondes entre les deux. Alors l'avantage de l'ordinateur quantique à base de supraconducteurs, c'est que c'est une approche de nanoélectronique quantique. Donc c'est un petit peu, on est à l'aise avec ça. C'est sur puce, il y a beaucoup de degrés de liberté, c'est très flexible. Les défis sont nombreux. Alors cette photo est magnifique, hein, elle montre en fait tous les fils qu'il faut mettre pour contrôler cette puce à 50 qubits seulement. Sachant que le fil, d'un côté il est à 50 millikelvin et de l'autre il est à 300 kelvin. D'accord, donc il y a un petit problème de thermique à gérer pour ne pas ramener de température vers la puce. Ce ne sera pas si facile que ça de faire un très grand nombre de qubits parce que finalement, en fait, ils sont quand même assez gros physiquement sur une puce. C'est une technique où il faut refroidir et puis il y a toutes ces sources de bruit dont il faut gérer. Alors, j'arrive pas à trouver le nom français pour crosstalk, je suis désolée. Ah oui, bon, bah d'accord. D'accord. Donc, la difficulté, c'est d'adresser les qubits indépendamment sans influencer les uns des autres. D'accord. Je vais prendre une seconde pour boire. Alors, passons aux ions piégés. Alors, les ions piégés, en fait, sont basés sur le prix Nobel de 1989 qui a été donné pour le développement de la technique qui permet de piéger des ions. Et donc l'idée, c'est d'utiliser des pièges quadrupolaires où je vais appliquer un champ électrique avec 4 pôles fluctuants dans le temps. C'est-à-dire qu'avec 4 pôles, je peux piéger seulement dans 2 directions sur 3. Et donc je vais alterner le signe des potentiels pour piéger alternativement dans les 3 directions. Alors avec cette technique, en fait, on va pouvoir piéger des chaînes d'ions sur une ligne, comme c'est illustré ici. Vous avez ici les 4 électrodes. Et puis, on va regarder la présence ou non des ions en faisant de la fluorescence avec une caméra simplement. Et puis, on va utiliser des lasers pour manipuler de manière individuelle les ions. Alors, vous voyez ici une image qui est vraiment réalisée, où on voit une chaîne d'une quinzaine d'ions alignés, piégés ici sur une ligne. Alors, il y a une façon pour faire des portes logiques à 2 ions que je trouve absolument magnifique, qui a été proposée d'un point de vue théorique en 1995 par Sirac et Zoller, qui est l'idée d'exploiter les états du piège.
tous ces ions sont piégés dans le même piège mécanique. Donc ils oscillent tous en fait dans le même piège à la même fréquence. Et donc quand je vais donner un quantum d'énergie mécanique à l'un des ions, je vais pouvoir le transférer à l'autre. Et donc en fait c'est très bien décrit, on peut utiliser ça pour faire une porte logique comme c'est décrit ici avec ce petit schéma. Je considère que j'ai 4 ions qui sont, alors je vais dire plus et moins pour le spin-up et le spin-down. Ils sont tous les 3 à droite dans l'état moins, et puis le ion à gauche ici dans l'état plus et moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération avec un laser qui fait que si l'ion est dans l'état plus, je vais le tourner vers l'état moins, mais je vais lui donner en même temps un quantum d'énergie mécanique. Un petit mouvement dans le piège. Et comme ce quantum d'énergie mécanique, en fait, il est partagé entre tous les ions, ça veut dire que finalement, tous mes ions se mettent en mouvement. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va venir ici, à l'autre bout de la chaîne. On a donc une superposition de 2 situations ici. À l'autre bout de la chaîne, ici, si l'état de l'ion ici bouge, eh bien, je vais le retourner aussi. Donc, je vais me retrouver à nouveau avec une chaîne, cette fois-ci, qui a l'ion retourné à l'autre bout et qui bouge également. Et la dernière étape, ça va être de refaire une dernière opération qui va à nouveau retourner mon premier ion et reprendre l'énergie mécanique. Donc je donne un quantum d'oscillation mécanique, je le reprends, et en faisant ça, l'état final, c'est une chaîne où j'ai intriqué ces 2 ions-là. Et ça, c'est le principe qui est utilisé pour faire des portes logiques entre des ions n'importe où dans la chaîne, puisque je peux les adresser les uns individuellement les uns et les autres. Voilà, alors l'avantage des ions piégés, c'est qu'ils ont une décohérence très lente. Donc on peut faire des portes pendant longtemps. Ils sont très bien isolés de leur environnement. Ils ont une très bonne connectivité, ça veut dire qu'en fait je peux faire des portes logiques entre n'importe quel des 2 qubits de ma chaîne. Ils fonctionnent à température ambiante, grossièrement. Le gros défi, et je vous montrerai plus tard une image dans mon exposé, c'est la taille monstrueuse des optiques et du setup qu'il faut faire pour faire tout ça. Donc l'enjeu de miniaturisation est difficile à adresser. Et puis, augmenter le nombre de bits quantiques semble difficile. Alors, je ne sais pas exactement en fait pourquoi, mais il semblerait que autant faire une chaîne linéaire, c'est facile, autant passer à 2D ou à 3D pour en avoir de plus en plus, c'est très compliqué. Dernière technologie en détail, les photons. L'idée d'utiliser la lumière, la particule, le grain de lumière, pour encoder l'information quantique. Alors cette technologie repose sur la possibilité d'avoir des sources de photons uniques. Donc c'est des sources qui délivrent des impulsions lumineuses, et dans chaque impulsion, j'ai exactement un photon, pas plus, pas moins. L'idée ensuite, c'est d'encoder l'information, et on a beaucoup de possibilités pour le faire. Donc je vous ai parlé de la polarisation H et V, qui peuvent faire mon qubit 0 ou 1. Je peux aussi séparer mon photon entre 2 chemins et appeler le chemin A un chemin 0 et l'autre chemin 1. Je peux le faire avec le moment orbital angulaire, avec le temps, le photon qui est tôt ou tard. Il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est très flexible. Un avantage très fort de l'ordinateur quantique à base de photons, c'est que le photon est une particule sans masse, sans charge. Donc dans le vide, il n'interagit avec rien. Donc par définition, c'est un système qui pourrait avoir un temps de décohérence très long. Alors on va voir qu'il y a le revers de la médaille. Donc ça, c'est un des points forts. L'autre point fort, c'est que faire des portes logiques à 1 qubit, c'est trivial. Faire de la manipulation de la polarisation, ça veut dire utiliser des lames d'onde. Bon, rien de très spécial. Faire des portes logiques en chemin, c'est utiliser des interféromètres comme des Mach-Zehnder ou des Michelson. C'est pas très compliqué non plus. Le gros défi, c'est les portes logiques à 2 photons. Comme ils interagissent avec rien, c'est un petit peu compliqué de les faire interagir entre eux. Donc ça, c'est un gros verrou pour l'ordinateur quantique optique. Il y a eu un saut en fait, important en 2001, suite à ce papier théorique de Kneel, Laflamme et Milburn, qui propose en fait d'utiliser ce qu'on appelle l'interférence quantique pour faire des interactions effectives entre photons. Alors l'idée, c'est laquelle? C'est d'exploiter ce processus d'interférence quantique qui est décrit ici, qui décrit que quand j'envoie un photon à chaque entrée d'un cube séparateur, normalement, j'ai 4 possibilités pour la sortie. Soit ils sortent tous les 2 en haut, soit ils sortent tous les 2 à droite, soit ils sortent tous les 2 de chaque côté. Mais en mécanique quantique, quand ces 2 photons sont des particules qui sont tellement identiques que je ne suis pas capable de dire qui est qui, en dehors du fait qu'il y en a un à une entrée et l'autre à l'autre entrée, mais en fait, ces 2 termes-là sont identiques et s'annulent. Et donc,
quand je prends deux particules, deux photons identiques en mécanique quantique, l'état de sortie d'un cube séparateur, c'est l'état où mes deux photons sortent forcément en même temps d'un côté ou de l'autre. Donc cette interférence quantique, on peut l'utiliser pour faire des portes logiques. Parce que si mes photons sont identiques, ils sortent ensemble. S'ils sont différents, eh bien, je retombe dans le cas classique. Donc je vais pouvoir utiliser ça pour faire des portes logiques, et ça a été fait donc très peu de temps après cet article, en 2003, premier porte CNOT fait avec des photons. En gros, on empile des cubes polarisants, des lames d'onde, et bien sûr, en fait, ensuite, on va détecter les photons. Alors ça marche. Le problème, c'est qu'en fait, ça ne marche pas tout le temps. On ne peut pas construire une porte qui marche 100% du temps. On est limité au fait que ça marche une fois sur deux au mieux, parce que je suis en train d'empiler des éléments, et mes photons, ils sortent tous les deux à droite ou à gauche. Donc je ne peux pas faire un schéma qui marche tout le temps. Donc c'est une forte limitation. Alors, on peut maintenant faire tout ça sur puce, en s'appuyant sur tous les développements technologiques de la photonique quantique intégrée. Donc en gros, l'architecture de l'ordinateur à photons, c'est des sources de photons d'un côté, des détecteurs de l'autre, et au milieu, une puce, où je vais, avec des guides d'ondes et des contrôles, faire des portes logiques équivalentes avec l'équivalent de cubes séparateurs, lames d'ondes, etc. sur puce. Alors l'avantage, comme je le disais, c'est qu'il n'y a pas de décohérence. On peut aussi faire des portes entre n'importe quel photon en utilisant des designs 3D, par exemple. Ça marche à température ambiante. Il y a un avantage dont je n'ai pas parlé pour les autres plateformes jusque-là, c'est que comme ça, cet ordinateur utilise la lumière, il serait naturellement connecté à un réseau de communication quantique. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est attirant. Évidemment, le gros défi, c'est la faible efficacité des portes logiques à deux photons. Et puis pendant longtemps, et puis encore maintenant, c'est l'efficacité des sources, même si on a fait des gros progrès, comme je le présenterai peut-être à la fin. Quatrième plateforme, plus exploratoire, qui a émergé plus récemment, c'est d'utiliser des atomes de Rydberg. C'est d'utiliser des atomes neutres, qu'on sait aussi piéger sur des réseaux, cette fois-ci pas seulement linéaires, mais dans les trois directions de l'espace. Ça, c'est un travail fait par le groupe d'Antoine Brouez à l'Institut d'optique, ici à Palaiseau, où on peut vraiment piéger les atomes sur des formes arbitraires. Et la grande percée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des interactions médiées par les atomes de Rydberg. Donc l'idée, c'est qu'en gros, je vais exciter mes deux atomes vers des états très excités. Dans ces états excités, l'électron va graviter très loin du noyau. Et donc, en effectif, c'est comme si l'atome devenait très large. Et donc, en fait, les atomes vont se sentir à distance. Et je vais pouvoir, du coup, faire des interactions entre deux atomes qui sont tous les deux dans leur état excité. Donc, pour faire des portes logiques, je vais les emmener vers cet état excité, où ils s'interagissent, avant de revenir dans l'état où ils sont isolés. Donc, la première porte logique à atomes neutres a été démontrée en août dernier. Donc, vous voyez que c'est une plateforme qui commence, mais qui a un potentiel très intéressant. La dernière, dont je vais parler aujourd'hui, c'est des qubits portés par un électron d'un spin dans du silicium. Donc l'idée ici, c'est de se baser sur toute la technologie CMOS, qui nous permet de faire des petits circuits de taille très nanométrique, dans lequel les électrons vont pouvoir avoir des niveaux d'énergie discrets, et je vais revisiter complètement la physique pour contrôler les niveaux quantiques des électrons, pour faire des portes logiques. Alors je présente à gauche un résultat fait à Grenoble par l'équipe de Maud Villet et Tristan Meunier, où ils ont montré un premier qubit dans le silicium donc il y a quelques années. On voyait qu'on a des portes logiques et puis différentes techniques pour lire les qubits. L'état de l'art sur cette plateforme, c'est de coupler deux qubits. Ça a été fait il y a 2 ans à Delft, aux Pays-Bas. Le défi dans cette technologie, c'est de coupler plus que 2 qubits, parce qu'il y a des problèmes d'encombrement et puis c'est des couplages de poches voisins. Mais si on arrive à le faire, c'est clairement une technologie qui nous emmène très loin en nombre de bits quantiques, puisqu'on est dans un processus très intégré, déjà dans le silicium. Alors avec tout ça, vous voyez qu'il nous faut des figures de mérite pour être capable de comparer toutes ces technologies. Et on ne manque pas de figures de mérite pour voir quelle est la qualité d'un ordinateur quantique. Elles sont listées ici. La première, c'est le nombre de bits quantiques. Et alors, c'est celui en général qu'on affiche dans les médias. Google, j'ai une chip avec 73 qubits, etc. Là, je vous montre une chaîne d'ions, je ne sais pas les compter, il y en a beaucoup, qui viennent d'Autriche. Je voudrais vous mettre en garde contre ces effets d'annonce. Souvent, ils annoncent le nombre de qubits qu'ils ont fabriqués et pas forcément le nombre de qubits qu'ils ont utilisés ou même mesurés. Alors, c'est un petit peu gonflé, mais malgré tout, on peut comprendre que dans certaines plateformes, ça a du sens, parce que dans certaines plateformes, c'est compliqué de mettre beaucoup de qubits et de les contrôler, etc.
Donc dans certaines plateformes, ça a du sens, les qubits supraconducteurs, les ions. Dans d'autres, ça n'a aucun sens de parler de nombre de qubits. Des photons, moi j'en ai des millions par seconde, hein, c'est pas très intéressant comme chiffre. Les deuxièmes figures de mérite, c'est les erreurs que j'ai quand je fais mes portes à 1 qubit ou à 2 qubits. Un autre terme important, c'est la connectivité. Est-ce que je suis capable de faire des portes logiques simplement entre plus proches voisins ou de tous à tous, de n'importe quel qubit à n'importe quel qubit? Est-ce que je suis capable de faire des calculs en parallèle sur des qubits différents? Si ça, c'est une puce, est-ce que je suis capable de faire un calcul là et là sans que ça perturbe? Les calculs se perturbent les uns avec les autres. Dernier critère, ce qu'on appelle la profondeur quantique, c'est le nombre de portes logiques que je peux faire avant que j'ai trop d'erreurs. En gros, c'est lié à ce temps de décohérence dont je parlais tout à l'heure. Alors, plus mon temps de cohérence va être important, plus je vais pouvoir faire des portes, à condition que le temps pour faire une porte ne grandisse pas également. Donc, de la même façon, quand les gens vous disent oh, « j'ai un qubit qui a un très long temps de cohérence », la question à poser, c'est combien de temps il faut pour faire une porte, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est le ratio entre les deux qui compte. Dernier point à considérer pour comprendre tout ça, c'est le fait que finalement, on va avoir besoin de faire des corrections d'erreurs. On n'aura jamais des qubits parfaits. Donc pour s'en sortir, il va falloir faire des corrections d'erreurs, comme c'est fait dans l'ordinateur classique. Ça, c'est un schéma de code correcteur d'erreurs encore proposé par le théoricien Shor, qui corrige toute erreur à 1 qubit. Vous voyez que pour corriger toute erreur à 1 qubit, je dois rajouter un certain nombre d'autres qubits et un certain nombre d'opérations. Donc ça a un coût de faire des corrections d'erreurs. Et ça introduit la dernière notion que je vais introduire, qui est ce qu'on appelle qubit physique versus qubit logique. En gros, pour faire un qubit logique, c'est-à-dire un qubit parfait, ou de très bonne qualité, combien il faut de qubits physiques, en considérant toutes les corrections d'erreurs, etc., qu'il me faut. Donc de la même façon, en termes de nombre de qubits, actuellement, toutes les annonces sont sur les qubits physiques. Personne n'a fait un qubit logique. Alors, quelle est cette quantum suprématie, cette suprématie quantique qui a été annoncée par Google? Alors, c'est une notion qui a été introduite par John Preskill en 2011, et je vais enlever le mot suprématie et je vais le remplacer par avantage, pour des raisons historiques un petit peu évidentes. Malgré tout, Google a quand même choisi d'appeler son papier Quantum Supremacy, et Nature l'a publié. C'est en fait des étapes intermédiaires que la communauté se donne, parce que la route va être longue et difficile. Et donc, on se donne des jalons intermédiaires pour se dire, voilà, j'ai fait quelque chose qui montre que ça va commencer à marcher. Et on se donne des étapes intermédiaires. Donc la suprématie, l'avantage quantique, c'est l'idée de faire tourner sur un ordinateur quantique un algorithme avec une accélération super polynomiale par rapport à un ordinateur classique. Et la petite phrase en bas est importante, même si le problème n'a aucun intérêt. D'accord? En gros, on en est à essayer de trouver un problème qu'on est capable d'implémenter, parce que c'est dur tout ça, qu'on peut faire sur un ordinateur quantique beaucoup plus vite que sur un ordinateur classique. Donc ça, c'est le concept qui vient en fait d'être franchi. Hein. Je pense que c'est vraiment un jalon qui a été vraiment atteint par Google, qui va de pair en fait avec ce qu'on appelle une période intermédiaire, qu'on appelle la période NISQ. NISQ, ça veut dire Noisy Intermediate Scale Quantum Computer. Ça veut dire qu'on va s'accommoder pendant un certain temps d'avoir des qubits imparfaits. Et on va commencer à essayer de voir quand même quelles applications on peut faire avec cet ordinateur qui sera imparfait. Et les théoriciens travaillent de plus en plus à trouver des applications qui apparaissent en fait dans le domaine de la simulation quantique, de la chimie, d'optimisation, des problèmes de recherche, qui peuvent quand même gagner, être accélérés par des ordinateurs quantiques imparfaits. Alors la première proposition pour atteindre ce seuil d'avantage quantique a été en fait proposée par ce théoricien Scott Aaronson. Et au départ, ça a été proposé à la communauté de l'ordinateur quantique optique. L'idée, c'est de faire l'équivalent quantique de cette planche à clous qu'on connaît bien. J'ai une planche à clous, j'envoie une balle toujours au milieu et à la fin, en fait, elle va rebondir à chaque balle à droite ou à gauche et la sortie, c'est une gaussienne. Alors, ce n'est pas exactement équivalent, mais c'est similaire. L'idée, pour avoir l'avantage quantique, c'est d'avoir pas des particules, mais des photons, et de ne pas les envoyer toutes à la même entrée comme c'est fait ici, mais de les faire entrer toutes à différentes entrées.
Et en fait, ce qui se passe quand je fais ça, j'envoie mes photons et à chaque intersection ici, c'est exactement comme le clou, hein, c'est comme le séparateur de faisceau 50-50. J'ai l'interférence quantique que j'ai décrite tout à l'heure. Eh bien, il a été montré, ce papier montre que en fait, c'est très compliqué de prédire la distribution de sortie, qui ne sera certainement pas une gaussienne. Et donc, en fait, la raison pour laquelle c'est dur, en fait, c'est facile à voir, c'est que si je calcule la matrice qui transforme mes 2 qubits simplement en utilisant un cube ici, eh bien, en fait, ça revient à calculer le permanent de la matrice. Ce n'est pas le déterminant, c'est C1, C4 plus C2, C3, pas moins C2, C3. Et en fait, les permanents, c'est des matrices. Le permanent d'une matrice, c'est quelque chose de très compliqué à calculer. Ça tombe dans la catégorie de complexité NP, c'est connu depuis 40 ans. Et donc, si je envoie beaucoup de photons dans beaucoup de modes, très rapidement, je ne sais plus calculer le permanent qui correspond. Et donc, je tombe dans un régime où l'ordinateur classique ne sait pas faire. Donc, le seuil, pour avoir l'avantage quantique, c'est 50 photons environ dans une centaine de modes. Voilà. Alors, vous voyez, 50, ça commence à être le chiffre du papier de Google. En fait, la proposition pour Google, pour montrer l'avantage quantique, ça a été en fait un protocole qui ressemble un petit peu au protocole que je viens de présenter. C'est en fait l'échantillonnage d'un circuit aléatoire. Donc ils ont transféré l'idée qui avait été développée pour la lumière dans un langage de circuit. C'est un petit peu différent, mais mathématiquement, c'est un peu la même idée. L'idée, ça va être de partir d'une puce où j'ai n qubits et d'alterner des portes logiques à 1 et 2 qubits de manière aléatoire. Faire ça un certain nombre de fois. Et ce que le même théoricien, Scott Aronson, a montré, c'est qu'en faisant ça, à la fin, on va mesurer les états des qubits et on ne saura pas prédire la distribution des états des qubits, comme pour la planche à clous optique juste avant. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un protocole qui ressemble à ça en termes de dessin. Ils ont 53 qubits. Ils font alternativement des portes à 2 qubits. Vous voyez le petit trait ici. 1 qubit, 2 qubits, 1 qubit, etc. en alternant un certain nombre de fois. Ils le font suffisamment souvent pour arriver dans un régime où on n'est pas capable avec un ordinateur classique de calculer la distribution de sortie des qubits. Alors pour ça, ils ont fait un progrès technologique important. Ils ont fait cette puce où ils ont 53 qubits qui marchent. Celui-là, il ne marche pas. Ces qubits, ils sont chacun connectés à 4 qubits. Donc déjà, ça, c'est un saut important. Mais l'autre chose qu'ils ont démontré pour la première fois, c'est une nouvelle façon de faire les portes logiques, d'avoir des coupleurs entre les qubits ajustables, qui sont capables d'allumer et d'éteindre. Donc ils peuvent coupler ou ne pas coupler à volonté. C'est ce qui leur permet de faire cette séquence où ils couplent ou pas les qubits les uns aux autres. Donc c'est honnêtement magnifique, hein, c'est une prouesse technologique remarquable, c'est extrêmement beau. Ils ont fait ça avec des taux d'erreur très faibles pour l'état de l'art actuel. Donc là, c'est la carte des taux d'erreur mesurés. Donc chaque petite croix, c'est le qubit. Les petits rectangles, c'est les portes logiques à 2 qubits. Donc entre ces 2 qubits-là et ces 2 qubits-là, le taux d'erreur, il est ici, un petit peu en dessous du pourcent. Vous voyez qu'on a des taux d'erreur entre quelques pour 1000 et à peine quelques pourcents pour les portes logiques à 1 et 2 qubits. Et c'est pour ça qu'ils ont pu, en fait, faire 20 cycles de leur algorithme. 20 cycles et mesurer les états de sortie des qubits en un temps de quelques minutes, alors qu'un ordinateur classique, un supercalculateur classique, aurait besoin de 10 000 ans pour calculer les distributions de sortie. Alors IBM a tout de suite dit non, il faut moins de temps de ça, etc. Mais ça reste quand même 1 mois ou 2 mois contre quelques minutes. Ça reste quand même très très beau. Et la réponse de Google, c'est on peut le faire, mais vous ne l'avez pas fait parce que ce n'est pas si facile que ça à faire malgré tout. Donc c'est vraiment indéniablement, de mon point de vue, un jalon important pour la communauté. Alors, je ne sais pas comment j'en suis pour le temps. Donc si vous me donnez 5 minutes de plus, je peux vous dire quelques mots de ce que nous on fait. Je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire sur l'ordinateur quantique et je peux vous dire un tout petit peu ce que nous on essaye de faire côté ordinateur quantique optique. On essaye de contribuer sur l'ordinateur quantique optique. Alors pour l'ordinateur quantique optique, je vous rappelle que je veux des sources de lumière qui émettent dans chaque impulsion un seul photon. Et puis j'aimerais bien résoudre ce problème des portes logiques dont je vous ai dit qu'elles étaient inefficaces. Donc la situation, pas tout à fait actuelle, mais précédente et actuelle, c'est la suivante. En fait, l'ordinateur quantique optique s'est développé
sur les 20 dernières années avec des sources de photons uniques absolument inefficaces. Elles utilisent un processus de conversion de fréquence d'un laser dans un matériau non linéaire. Et en gros, si je trace la probabilité d'avoir effectivement un photon par impulsion, alors quand j'en ai pas un, j'en ai 0, hein, donc c'est-à-dire que j'ai pas d'information, eh bien ces sources fonctionnent en fait à un taux de l'ordre de 1%. Donc c'est une source à 0 photon, en gros, mais de temps en temps, il y en a un. Si je veux faire un calcul quantique à n qubits, il faut que j'attende un peu longtemps. Donc c'était vraiment une limitation, ce qui fait que l'ordinateur quantique optique a été limité à la manipulation d'une dizaine de qubits, enfin même pas, en fait plutôt 5 qubits, pendant très longtemps, et passer de 5 à 6, c'est un tour de force. Le deuxième point, c'est ce que je disais, les portes sont inefficaces parce qu'elles utilisent cette interférence quantique et qui fait que les portes logiques ne fonctionnent qu'une fois sur deux. Donc c'est pareil, on ne va pas pouvoir en empiler un millier comme ça, on n'aura plus de photons à la sortie. Alors on essaye de résoudre le problème en utilisant en fait le système naturel qui peut résoudre ce problème-là, c'est un atome unique. Un atome unique, on sait depuis 30-40 ans que ça ne peut émettre ou diffuser qu'un seul photon à la fois. Donc je peux l'utiliser comme une source de photons uniques, mais je peux aussi l'utiliser pour faire des portes logiques beaucoup plus efficaces que les autres, parce qu'un seul photon suffit à saturer la transition, et donc va conditionner le passage ou non du deuxième photon. Donc c'est un système non linéaire à l'échelle d'un seul photon. Alors avoir un atome, ça ne suffit pas, hein. Un atome, c'est le système modèle de l'émetteur ponctuel, dont on apprend qu'il émet dans toutes les directions de l'espace. Donc si je mets une lentille derrière, je ne vais pas récupérer beaucoup de lumière. Donc j'ai besoin en fait de forcer mon atome à émettre dans une direction donnée. Donc le coupler à un seul mode optique et lui dire tu n'émets que dans cette direction-là. Donc pour ça, on utilise les concepts de l'électrodynamique quantique en cavité. On va positionner l'atome dans une cavité optique, c'est deux miroirs, où je vais confiner très fortement la lumière. Et en faisant ça, je vais augmenter l'interaction de l'atome avec le mode de la cavité que j'ai choisi. Et donc je vais faire en sorte que l'atome émet beaucoup plus vite dans le mode qui m'intéresse que dans les autres modes. Et au final, il peut émettre à 99% dans la direction que je veux. Alors, on peut faire ça avec des atomes naturels. Et là, je vous montre une image impressionnante d'un dispositif expérimental en Allemagne. C'est typiquement une expérience d'atomes froids où je vais refroidir les atomes, les piéger, etc. Alors, je l'ai choisi parce qu'elle était vraiment spectaculaire. Elles ne sont pas toutes aussi horribles que ça, mais malgré tout, c'est des tours de force. C'est dans ces systèmes-là que les concepts ont aussi été explorés de manière fondamentale, notamment par Gerhard Rempe. Nous, on fait ça avec des matériaux semi-conducteurs. On fabrique des petits composants. On utilise les outils de l'optoélectronique qui sont au cœur de ce petit pointeur laser que j'utilise, les mêmes matériaux. Les outils de la nanoélectronique et de la nanotechnologie pour fabriquer des atomes artificiels qu'on appelle des boîtes quantiques et des cavités de taille micrométrique qui ressemblent un petit peu en fait aux cavités qui sont utilisées pour fabriquer des lasers comme cela. Et on va mettre en fait un seul atome dans une cavité. Alors les empilements ici de couleurs différentes font qu'on a deux miroirs et puis on grave autour et ça confine la lumière dans les trois directions de l'espace. Et j'ai un mode comme ça, optique très directif. Alors ce qu'on a fait récemment, c'est des sources de photons uniques très performantes, comme le disait Dominique. Alors je voulais juste vous montrer comment on sait qu'une source émet des photons un par un, parce que c'est une expérience très simple et quand même sympathique. Je vais exciter mon atome avec un laser, et à chaque fois que je vais l'emmener dans l'état excité, il va émettre un seul photon. Donc, mon laser, il excite toutes les 12 nanosecondes. Et puis à la sortie, je vais mettre un cube séparateur et je vais mettre deux détecteurs. Si j'ai qu'un seul photon, j'aurai un clic là ou un clic là, mais jamais deux clics en même temps. C'est aussi simple que ça. Donc les courbes expérimentales, elles ressemblent à ça. Je vais avoir des pics toutes les 12 nanosecondes. 12 nanosecondes, c'est j'ai eu un clic avec un photon dans un pulse et un photon 12 nanosecondes plus loin. Et l'absence de pic à délai nul ici, c'est parce que j'avais jamais deux photons dans le même pic. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est une source de photons unique. Ça, c'est la courbe classique qu'on montre pour montrer qu'on a des sources de photons uniques. Il y a un tout petit peu de signal ici, ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite. J'en ai des plus belles que ça, hein. Et puis on a montré que nos photons, en fait, pouvaient être, alors on dit indiscernables, c'est-à-dire qu'ils sont quantiquement dans un état pur, qui permet de faire cette interférence quantique dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette interférence quantique n'a lieu que si mes photons sont tout le temps les mêmes dans tout leur degré de liberté.
Et donc pour vérifier ça, vous voyez qu'ils doivent sortir, s'ils sont complètement identiques, et s'ils subissent cette interférence quantique, ils vont sortir tous les deux ensemble en haut ou à droite. Et donc, je ne devrais jamais avoir 2 clics en même temps non plus. Et donc vous voyez sur cette courbe-là, alors ça c'est le bruit noir de mes détecteurs, j'ai non plus pas de signal à délai nul. Et c'est comme ça qu'on a montré, et ça a été un jalon important pour notre équipe, des photons parfaitement indiscernables en 2016. Alors au final, les sources qui étaient utilisées avant pour faire l'ordinateur quantique, elles avaient une brillance au maximum de 1%. En fait, cette brillance, elle est intrinsèquement limitée parce que s'ils augmentent la brillance, ils augmentent le taux d'erreur. La brillance et le taux d'erreur vont de pair dans cette technologie. Nous, les deux paramètres sont décorrélés. On a des sources donc, avec des taux d'erreur très faibles et des brillances qui sont entre 10 et 30 fois plus élevées. 10 ou 30 fois plus élevées. Si je veux n photons, n qubits pour faire un calcul, bah, je gagne 10 à la puissance n ou 30 à la puissance n. Donc on accélère très très vite les calculs qu'on peut faire avec ces sources. Alors on a donné ces sources pour faire justement cet échantillonnage de bosons, donc la planche à clous avec les photons là, que je présentais tout à l'heure, à nos collègues australiens, Andrew White. Il a montré avec une source une accélération d'un facteur 100 pour une expérience seulement à 3 photons. Nos concurrents chinois, 2 mois après, ont fait 5 photons. Et le jour où Google a annoncé l'avantage quantique, ils ont mis sur Internet une expérience pour la première fois avec 20 photons. Donc calcul quantique intermédiaire à 20 photons, en même temps que Google annonçait l'avantage quantique. Donc vous voyez que ça a vraiment avancé de manière très importante. Alors nous, on n'est pas capable de suivre, hein, parce que c'est vraiment trop dur. Vous voyez les expériences là, les miroirs et tout qu'ils ont sur leur table de manip. Et puis ensuite, il faut 70 détecteurs pour mesurer les photons à la sortie. Moi, personnellement, je n'ai pas les moyens d'acheter 70 détecteurs très efficaces. Pas possible. Donc on va vers autre chose, parce qu'eux, ils avancent très très vite sur ce thème-là. Nous, on travaille plutôt sur une version peut-être un peu plus long terme, mais qui nous emmènera peut-être un jour plus loin. C'est de coupler nos sources à des puces. Donc ne pas faire ces calculs dans l'espace libre avec des miroirs et des cubes séparateurs comme l'ont fait les collègues chinois, mais travailler avec tous ces collaborateurs européens pour prendre nos photons et les envoyer dans une puce et faire des calculs sur puce. Donc on vient juste de faire la première preuve de concept juste avec 3 photons. Ça nous a permis de prendre la main sur ce domaine-là. Dernier point sur lequel on travaille très dur, donc je dirais que sur les sources, en fait, on a quand même fait un gros saut. Maintenant, on est dans l'optimisation. Le deuxième point qu'on veut essayer d'attaquer, c'est le problème des portes. Alors, en fait, pour avoir une porte très efficace, il me faudrait un cube séparateur non linéaire. Si j'étais capable d'avoir un élément, quand j'envoie un photon, il est toujours réfléchi, et quand j'en envoie 2, il y en a un qui est réfléchi et l'autre transmis, ce qui n'est pas du tout la situation d'un cube normal, hein, et bien là, je sais construire des portes logiques 100% efficaces. Et il se trouve que ça, je peux le faire avec un atome, parce qu'un atome ne peut diffuser qu'un photon à la fois. Donc en fait, on a montré que nos petits composants, si on ne les utilise pas comme source, mais qu'on les utilise comme filtre, en fait, si j'envoie de la lumière, ils réfléchissent essentiellement des photons uniques, et tous les autres photons sont envoyés dans d'autres directions. Donc on a fait comme ça, il y a 2 ans, un filtre à photons uniques. C'est la première brique de base qui montre qu'on a des non-linéarités optiques à l'échelle sous photon, sous un photon. Et dernier point que je veux mentionner pour terminer cette conférence, c'est un autre concept plus complexe pour faire de l'ordinateur quantique qui pourrait résoudre complètement les problèmes de l'ordinateur quantique optique, mais qui sont aussi intéressants parce que la façon de penser le calcul est très différente. C'est ce qu'on appelle le calcul quantique basé sur la mesure. Ce n'est plus un calcul qui repose sur des portes logiques à 1 et 2 qubits, mais qui suppose que je suis capable au départ, je prends ma puce par exemple, d'intriquer tous mes qubits. Je les mets dans un grand état où ils sont tous intriqués les uns avec les autres. Et ensuite, je fais simplement des portes logiques sur chacun d'entre eux et des mesures. Et avec ça, on peut faire un ordinateur quantique universel. Alors, les qubits supraconducteurs n'ont pas forcément intérêt à faire ça, mais côté optique, si on arrive à générer des photons intriqués dans un grand état de photons intriqués, eh bien, on pourrait avoir un système complètement qu'on peut mener à grande échelle en utilisant ces nouveaux concepts. Et il se trouve qu'on sait qu'on peut générer ces états de photons intriqués en utilisant notre système et en rajoutant en fait un contrôle du spin dans nos cavités, dans nos boîtes quantiques.
Voilà, avec ça, je vais quand même vous présenter mon équipe, les jeunes qui travaillent, les jeunes avec qui j'ai la chance de travailler, qui sont extrêmement dynamiques et brillants. Donc, dans mon équipe, on a une partie qui s'intéresse à la partie photon et spin. Donc, je travaille depuis longtemps avec Loïc Lanco et puis Olivier Krebs. Et puis, on a une partie qui s'intéresse au contrôle des vibrations. Donc, ça, c'est un projet qui a été lancé avec l'arrivée de Daniel Kimura, qui prend de l'ampleur. L'idée, ça serait de contrôler, alors actuellement on contrôle complètement les excitations électroniques et la lumière dans nos structures. On voudrait aussi contrôler comment la matière vibre pour pouvoir l'utiliser. Et pour terminer, alors oui, ici vous voyez en fait les deux cofondateurs de la start-up Candela qui en fait commercialisent les sources de photons uniques pour les chercheurs qui veulent développer l'ordinateur quantique optique. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a des très bons livres de vulgarisation, alors en général sur la mécanique quantique, ici notamment celui de Julien Bobroff, mais aussi cette bande dessinée sur les mystères du monde quantique que j'ai offert à ma fille, elle a trouvé ça passionnant. Mais plus précisément sur l'informatique quantique, je voudrais largement vous recommander ce blog de Olivier Ezrati, qui est un journaliste indépendant, qui a fait un travail remarquable de fond, de vulgarisation et de compréhension approfondie de l'ordinateur quantique et des technologies quantiques en général. C'est un livre gratuit que vous pouvez télécharger qui fait 500 pages et qui explique tout, y compris l'écosystème, le paysage, etc. Et que c'est extrêmement bien fait. J'avoue que de temps en temps, quand je me pose une question, je vais regarder où est la référence pour trouver la bonne information. Avec ça, je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui te remercions, évidemment. Alors j'imagine qu'il y a des questions. Gilles ? Tu as montré les différentes possibilités de réaliser des qubits, Ouais. toutes les étapes qui restent à franchir. Oui. Et au début, tu as montré une belle boîte noire, là où c'est marqué Atos. Non, D-Wave. Ou D-Wave, pardon. C'est pas du tout Atos, c'est D-Wave. Bon, pardon. Et montrant que ce D-Wave, ça réalise déjà des... Tu as Il y a montré encore un un gros problème débat. d'optimisation là, qui était Voilà, résolu. alors D-Wave. Alors quel est le lien entre ce que fait cette machine Donc, D-Wave, alors, et ce que tu nous as présenté? c'est très différent. Donc, ça repose sur des circuits supraconducteurs aussi. Mais l'idée n'est pas de faire des portes logiques entre les qubits, mais en fait d'utiliser en fait ce qu'ils appellent le recul quantique, c'est-à-dire de chercher des minimums sur l'ensemble de la puce. Donc en gros, c'est un ordinateur quantique qui repose plutôt sur l'effet tunnel entre les qubits sur une logique quantique. Et alors, quant à l'avantage en question, je pense que c'est encore débattu. Est-ce que D-Wave apporte un avantage certain? De mon point de vue, ce n'est pas encore clair. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à me faire une opinion avec tout ce que j'ai lu sur le sujet. Par contre, ce que ça fait, c'est que les gens commencent à réfléchir, à programmer différemment. Donc, en fait, le calcul que propose D-Wave, c'est en gros le modèle d'Ising. Donc, ça encourage les gens qui ont un problème d'optimisation en tête de le reformuler dans ces modèles d'Ising. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément inintéressant parce qu'au final, c'est aussi des choses qu'on fera, par exemple, avec les simulateurs quantiques. Voilà. Donc, c'est un travail en cours. Et là, il y a un grand nombre de qubits physiques. Alors, c'est terrible, j'ai oublié le chiffre. C'est 2000 qu'ils avaient présenté. Qubits. Alors, c'est 2000 qubits supraconducteurs physiques. Alors, il y a quelque chose sur lequel, merci de se rappeler du chiffre. On a eu une conférence en fait organisée par EDF sur D-Wave il y a quelques mois. Il y a quelque chose de très important ici sur cette différence de chiffres entre 2000 d'un côté et 54 de l'autre. C'est des gens qui utilisent la même technologie. Hein. Pourquoi il y en a un qui en a mis 50 et l'autre 1 ? D'un côté, ils veulent contrôler tout et faire des portes logiques, donc il faut plein de place pour mettre tous les contrôles, alors que de l'autre, ils font des qubits qui se débrouillent entre eux, et c'est simplement, ils sont couplés les uns aux autres, et il va y avoir, on va utiliser ce couplage entre les qubits pour trouver un minimum local. Voilà, donc dans cette différence de nombre de qubits, c'est important de réaliser qu'il y a une grosse différence d'approche dans le calcul. Merci. Il y a d'autres questions ?
J'ai une question d'ordre plus, disons, sur une autre approche. J'avais entendu parler il y a longtemps, en fait, quand j'étais en stage, d'ordinateurs qui faisaient plutôt de la simulation de phénomènes. Oui. Alors, la simulation quantique et l'ordinateur quantique, c'est un petit peu comme l'ordinateur analogique et digital. Donc, la simulation quantique, c'est se dire, par exemple, je ne sais pas simuler un système quantique complexe, donc par exemple plein de spins couplés les uns aux autres, etc. Je vais transposer ça dans un système analogue. Donc je vais prendre un système physique que je sais contrôler. Typiquement, ça se fait très bien avec des atomes froids. Et je vais, avec ces atomes, implémenter le même hamiltonien que le système de départ qui m'intéresse. Et je vais regarder les réponses à mes questions en regardant comment, sur mon système que moi je contrôle, le système réagit. Donc ça, c'est la simulation quantique. De plus en plus, il y a une espèce de barrière floue entre simulation et calcul quantique. Globalement, c'est quand même la différence. C'est d'un côté, on va utiliser des portes logiques et on va essayer de construire une machine universelle. De l'autre, on va simuler, émuler une situation physique sur un système que je contrôle mieux que le système qui m'intéresse au départ. J'imagine que les deux ont leur utilité. Les deux ont leur utilité. Les deux sont développés. Par exemple, les atomes de Rydberg sont utilisés aussi bien pour faire de la simulation que pour faire du calcul. D'ailleurs, toutes les plateformes sont aussi bien utilisées pour faire de la simulation que du calcul. Les photons, les qubits supraconducteurs. C'est plus facile de simuler que de calculer. Donc, en fait, voilà, c'est en fait deux étapes d'un même procédé de développement, à peu près. Ah. J'arrive. Donc, on a parlé de photons, mais est-ce qu'on pourrait penser utiliser les phonons aussi et le couplage photon-phonon pour aboutir au même Moi, j'aime beaucoup cette idée. Alors, les phonons, on ne les utilise pas. Donc, le qubit, c'est un système où je dois être capable d'isoler deux niveaux. D'accord ? Ouais. Donc, les phonons, en fait, si on regarde d'un point de vue formel, c'est comme les photons. D'un point de vue formalisme quantique, c'est l'oscillateur harmonique. Donc j'ai des niveaux équidistants, donc je ne peux pas isoler un qubit. Donc des non-linéarités côté phonon, moi je ne connais pas encore bien. Enfin, je ne vois pas trop si c'est possible. Par contre, utiliser les phonons comme un bus quantique pour coupler deux qubits, c'est déjà ce que font les ions piégés. Ouais. Quand ils échangent un quantum de vibration entre deux ions pour intriquer les deux ions, c'est ce qui se fait. Et si moi je travaille sur les phonons, c'est avec l'idée qu'on pourrait intriquer deux boîtes quantiques via leur interaction mutuelle avec un seul phonon. Donc c'est clairement une piste qui est explorée au niveau international avec différents, même pour les qubits supraconducteurs. Tourner la chaleur en avantage. Merci. Une autre question. Donc si un des problèmes c'est d'avoir deux états bien spécifiques dans une... Pourquoi pas exploiter en fait de bits, enfin, il ne faut pas dire de bits, mais de quantum digits avec plusieurs états. Oui, bien sûr. Alors oui, on le fait aussi. D'encoder plus d'informations, de ne pas prendre seulement 2 états, mais 3 ou 4, etc. On appelle ça des qtrites, ou des qdits avec n états, d états. Alors là, pour le coup, je vais parler de ma boutique. En optique, on fait ça très bien. En optique, on peut, les gens ont encodé, on fait des encodages sur plus que 2 états, sur 2, 3, 4. Je devrais même dire qu'on peut aussi faire de l'hyper-encodage, c'est-à-dire qu'on peut stocker plusieurs qubits sur le même photon en utilisant à la fois, par exemple, sa polarisation et sa couleur. On cherche tous les moyens d'augmenter le nombre de qubits et la densité d'information à ressources égales. C'est effectivement une très bonne idée. Jacques. Vu la complexité quand même d'arriver à faire ça, on a l'impression que l'avenir d'une technique comme ça, mais c'est peut-être mon imagination qui est mauvaise, va se centrer dans des centres de très haute technologie. Pour le développement. D'un petit nombre, comme ça. Alors que mes vieux souvenirs de démarrage des ordinateurs non quantiques chez nous, le nombre d'endroits où il y avait quelques labos aux États-Unis, ensuite, je ne sais pas, un nombre de labos, il y avait une croissance exponentielle de l'endroit où on avait des ordinateurs. Et alors,
Quelle est votre opinion? Est-ce qu'on peut imaginer une histoire comme ça où, quand on essaie d'imaginer, on se dit c'est tellement difficile que ça sera toujours quelques petits centres? Moi, j'ai l'impression que tant qu'on ne l'a pas fait, c'est très dur, et quand on l'a fait une fois, c'est plus facile. Donc, il y a toujours une accélération, en fait, globalement, qui va se faire. Donc là, déjà, si on regarde simplement sur une petite échelle de temps, le nombre de startups qui se lancent dans l'ordinateur quantique, en un an, il a dû multiplier par 10, quoi. C'est incroyable. Donc évidemment, là, on est en train de brasser la communauté des scientifiques qui se rendent tous compte qu'en fait, pour avoir... Alors, je parlais par exemple des Chinois qui avaient besoin de 70 détecteurs pour faire l'ordinateur quantique. Il va falloir beaucoup de moyens. Donc c'est des technologies, vous avez raison, qui coûtent très cher. Et donc, il y a un moment où il va y avoir un transfert entre le public et le privé pour être capable de mettre les moyens qui vont bien pour passer à l'échelle. Donc dans ce sens-là, il y a besoin de beaucoup de moyens. En termes d'expertise, si on réfléchit au problème de formation, alors il se trouve que dans le cadre de ma mission pour l'Université Paris-Saclay, je réfléchis à ces sujets-là. Il me semble que faire monter le nombre de personnes, d'étudiants capables de contribuer à ce sujet, c'est faisable. Et en fait, les concepts, ils sont durs au début, mais enfin, on s'habitue, puis après, on avance, quoi. Et ensuite, on a besoin de beaucoup de profils très divers. Donc, je pense que pour moi, en fait, un des verrous importants, mais probablement que c'était vrai pour l'ordinateur classique aussi, ça va être l'interdisciplinarité. On va avoir besoin de gens qui comprennent très bien la physique, mais ils sont aussi capables de faire une super électronique sans bruit. Donc, c'est un sujet, de mon point de vue, qui est extrêmement transversal en termes de compétences pour réussir à monter en puissance, en fait. Ça, je trouve ça très excitant, moi, personnellement. Oui, mais tu as des endroits où, enfin, parmi les plateformes que tu citais, ouais, qui se passe à basse température, à très basse température. Oui, alors la température, là, on peut en parler. C'est pas un problème, la basse température. C'est pas un problème. C'est vraiment le cadet de notre problème, la basse température. Non, alors, pour toi, mais si non, tu veux installer... non, pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, même pour les industriels, alors là, je vais dire quelque chose de peut-être un peu surprenant, mais enfin, le problème de l'ordinateur classique actuel, c'est qu'il chauffe comme un fou. Les supercalculateurs, il faut des rivières pour les refroidir. Donc, nous, on refroidit une fois, puis après, on y reste. Et en fait, si on regarde le coût énergétique d'un ordinateur quantique versus un supercalculateur classique, c'est pas du tout le quantique qui est un problème. Alors après, je vais juste continuer un tout petit peu sur la cryogénie. Vous pouvez regarder d'ailleurs dans le rapport de la commission parlementaire. Augmenter les capacités de cryogénie, faire ça de plus en plus compact, etc. Alors, c'est vrai que l'ordinateur quantique supraconducteur, il va demander des gros frigos. Hein. Mais il y a des plateformes qui vont pouvoir vivre avec des tout petits cryostats et on va être capable de refroidir avec des technologies de plus en plus compactes. Donc, en fait, le refroidissement... Voilà. Et de toute façon, l'ordinateur quantique à température ambiante, c'est juste pas possible, hein, avec la décohérence. Une question. Je reviens sur la question d'avant, sur plusieurs états, notamment avec les chips optiques que vous faites. Pour être sûr de bien comprendre, en passant de 2 à 3 ou n, disons, canaux d'information différents. Ouais. Enfin, des photons ou des... Oui, photons, oui, enfin, c'est ça. N particules dans lequel n qubits, quoi. Exactement. Oui, où vous parliez de ou de coder... Ouais, utiliser plusieurs états. Donc, au lieu d'écrire alpha 0 plus bêta 1... Il y a un état 2, un état 3, un état 4. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Ouais. L'application, c'est quoi? C'est de faire plus de choses en parallèle? Ou est-ce que, par exemple, sur des calculs plutôt séquentiels, ça apportera pas grand-chose? Enfin, qu'est-ce que ça apporte vraiment d'avoir 3, 4, 5 états plutôt que 2? Je pense que je vais être un peu limite dans ma capacité à répondre à cette question, mais d'un point de vue visuel, le qubit, ça occupe une sphère. Bon, bah, moi, je ne sais pas représenter des sphères à n dimensions, mais c'est quand même ça dont on parle là. Donc ça va être explorer des espaces de phase de plus en plus grands, donc augmenter, à mon avis, le parallélisme du calcul. Je ne suis pas théoricien de la chose, je suis plutôt utilisateur. Est-ce que ça veut dire, tel que vous l'avez présenté, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une technologie pour chaque type de problème à résoudre, ou quelque chose qui se rapproche de ça? Alors, j'ai envie de répondre à ce qu'on m'a répondu. En fait, j'ai assisté au premier workshop sur les réseaux de communication quantique aux États-Unis. Vous allez voir où je vais. Hein. À ce workshop, il y a 4 ans, on avait le premier jour tous les théoriciens qui nous expliquaient comment on allait faire des réseaux quantiques.
moi, je trouve que ces gens-là, ils ont des idées un peu bizarres. Hein. Ça a l'air très, très compliqué. Le deuxième jour, on était plusieurs représentants des différentes plateformes technologiques, donc les ions, les photons, etc., etc. Et pendant tous ces débats, ils avaient invité des acteurs qui ont vu l'émergence des réseaux de communication classiques, qui ont vécu la révolution de la communication, qui sont passés du téléphone filaire à l'Internet. Et on leur a demandé à la fin de commenter ce qu'ils avaient vu. Et la réponse a été « Non mais arrêtez de vous prendre la tête ». Quand nous avons avancé sur ces technologies, on a toujours parié que cette technologie permettrait de faire les communications transatlantiques ou d'augmenter la distance, etc. On s'est tout le temps trompé. Ce qui est important, c'est que vous avancez tous en même temps, qu'une idée qui est développée dans une plateforme ne va peut-être pas emmener cette plateforme très loin, mais elle va pouvoir être récupérée par une autre plateforme qui, elle, va lever un verrou, etc. Donc en fait, pour répondre à votre question, c'est absolument trop tôt. Et moi, je ne pense pas que ce soit possible de dire ça va plutôt servir à ça ou ça. Et le passé montre que si on fait ça, on va probablement se tromper. Ce que je voulais dire quelque part, c'est que l'ordinateur est universel, il ne faut pas y penser dans ces conditions. Je suis une grande fervente de jamais dire jamais. Oui. Comment dire j'ai oublié ma question. Non, c'était donc tu as dit qu'une des applications, enfin, une des motivations, l'algorithme de Shor, c'est ce qui est un peu à la base de point de départ, c'est de factoriser les grands nombres. Oui. Donc une fois qu'on aura fait ça, on sera bien avancé, parce qu'on pourra décoder tous les codes bancaires. Oui. Et tu as parlé de méthodes post-quantiques. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir une idée de ce que ça représente comme ligne de recherche? Alors, c'est une ligne de recherche post-quantique. C'est une ligne de recherche d'informaticiens qui réfléchissent à des techniques d'encryption en utilisant des astuces, comme la manipulation de facteurs premiers, mais ça ne sera pas ça, dont ils peuvent prouver que l'ordinateur quantique, à l'instant donné, ne pourra pas gagner en efficacité. Je ne peux pas vraiment dire plus que ça, parce qu'en fait, sur ce jeu-là, je pense que dès qu'on parle de sécurité, c'est une course, quoi. Tu peux pas casser ça, mais si, mais non. Bah, voilà. Et donc, c'est un truc qui s'arrête jamais. Donc, le post-quantique, c'est une réponse classique à un problème apporté par l'ordinateur quantique, qui est le moins cher à mettre en œuvre. Mais les grands défendeurs des communications quantiques disent « Mais vous n'avez pas idée de la puissance qu'aura l'ordinateur quantique. Pour l'instant, il y a très peu d'algorithmes, mais plus des chercheurs vont se mettre dessus, plus d'algorithmes vont sortir, etc. » Donc c'est toujours une course, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, les États-Unis se sont lancés sur le post-quantique tout de suite, avec l'idée que des informations très sensibles, comme des informations militaires, pourraient être décodées si jamais les progrès. Surtout qu'il y a des progrès qui sont un petit peu cachés. Hein. On sait que la Chine bosse aussi sur l'ordinateur quantique. On n'a pas beaucoup d'informations sur leurs progrès. Et quand on le saura, en général, ils auront été assez loin, comme le satellite des communications quantiques. Hein, c'était la grande surprise. Donc ils se préparent, et c'est la façon la plus immédiate de se préparer au problème. Même si le problème se pose que dans 20 ans. Avec l'idée que changer les infrastructures de communication, ça peut prendre plusieurs décennies, malgré tout. Merci pour le topo. Tu as cité cet article de Nature qui est bien, qui s'appelle The Quantum Gold Rush au début de ton exposé, oui. Et qui montre bien la situation. On a l'impression, moi c'est mon sentiment, je ne sais pas si tu le partages, qu'il est plus facile pour une start-up aujourd'hui de lever $1 million que pour un laboratoire de pointe d'obtenir la même somme pour ses recherches. Donc, tu parles à une personne qui a un pied dans chaque. Ouais. Mais c'est quand même assez singulier. Et qui de temps en temps se pose la question. C'est assez singulier comme situation, et on peut se poser la question du retour de bâton, parce que l'histoire montre bien que la hype curve, ça ne va pas durer comme ça éternellement. Non, bien sûr, il va y avoir la vallée de la mort et tout ça. La suite. Ouais. Bah écoute, moi je suis quand même plutôt contente de voir que les initiatives nationales, en Angleterre, aux États-Unis, etc., financent bien la recherche fondamentale. Dans les annonces de jeudi dernier, le gouvernement a aussi insisté fortement sur la nécessité de nourrir la recherche fondamentale,
Donc je suis raisonnablement optimiste que le robinet ne va pas s'éteindre maintenant. Alors évidemment, c'est un sujet long terme. Il faut que le robinet soit ouvert assez longtemps. Sinon, ça ne sert à rien de l'ouvrir d'ailleurs. Lydia? Alors moi, j'ai une question très naïve. Peut-être Oui, que elle en parlait, mais je n'ai pas compris. Sur les photons et l'intrication, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser des photons. Alors, sur les temps de décohérence, moi j'avais compris de certains séminaires qu'on a eus avec les gens du LKB, etc., que justement, lorsque tu augmentes le nombre de photons, tu perds l'intrication à cause justement des interactions. Alors, ça dépend comment on génère les photons. Voilà, alors c'est ça que je me... Tout à fait. Et sur le temps de décohérence aussi, de quel ordre de temps on parle? Alors, en fait, je vais pas... Alors, il y a 2 temps de décohérence ici qu'il faut envisager. Le temps de décohérence de mon photon, une fois que mon photon est là, il interagit avec rien, et la seule chose qui peut lui arriver, c'est d'être absorbé quelque part. Donc il va disparaître. Pas dans le vide, ton photon, non? Non, mais quand il est dans une fibre optique, c'est pas non plus très différent. En tout cas, l'idée, c'est que c'est un problème classique. C'est simplement, la seule chose que je dois faire, c'est minimiser les pertes. Mais mes photons n'interagissent pas avec les fluctuations magnétiques, les fluctuations électriques, rien du tout. La seule chose, c'est que j'ai peut-être une petite absorption résiduelle dans mon guide qui va faire qu'au bout d'un moment, pof, mon photon va être absorbé. Comme dans le fibre optique, au bout de 100 km, il ne me reste plus beaucoup. Donc tant que mon circuit optique est très transparent, ça marche. Ça, c'est un point. C'est le point que je fais sur le fait que le photon ne souffre pas de décohérence. Ensuite, la question, c'est comment je génère ces photons. Même pour la physique que moi je fais, si je veux générer un photon qui a une grande cohérence, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il a une grande cohérence? C'est que je le crée dans un état quantique pur. Il faut que l'atome que moi j'utilise pour générer ce photon, lui-même, soit bien isolé de son environnement. Voilà. Et donc en fait, là on déplace le problème sur l'atome, qui va, lui, je peux faire en sorte qu'il se couple très peu avec l'environnement, et on a montré par exemple qu'on pouvait faire des photons avec des puretés quantiques de plus de 99,5%. Et si je veux en faire plusieurs, si je veux intriquer plusieurs photons, ça veut dire par exemple que je vais demander à l'atome d'émettre plusieurs photons d'affilée et que je vais intriquer le photon avec par exemple un degré de liberté interne de l'atome. Et donc c'est le temps de cohérence de ce degré de liberté interne qui va faire que en fait, mon état intriqué, si je rajoute plein de photons, il va finir par perdre en qualité. Donc il y a aussi des temps de cohérence qui apparaissent côté ordinateur quantique optique via l'émetteur. C'est pour ça que l'approche concurrente dont je parlais, qui utilise des conversions de fréquences, en fait, elle est encore largement explorée, même si la source est efficace à 1%. Là, il n'y a pas de décohérence, c'est un processus classique. J'utilise un processus classique inefficace et j'essaye de me débrouiller du fait qu'il est inefficace en faisant plein. Donc j'ai chaque source qui chacune enverrait un photon une fois tous les 1000 impulsions. Je peux empiler 1000 sources si je fais ça sur une puce. Je ne sais pas quelle source va envoyer un photon, mais si je suis capable de dire telle source a envoyé un photon, en fait on peut faire ça, eh bien, je vais prendre le photon de cette source-là et l'envoyer au bon endroit pour faire mon calcul. Donc c'est pour ça que les deux approches restent explorées au niveau des startups, y compris en fait, pour faire l'ordinateur quantique optique. Il n'y a rien de simple dans ce sujet. Il n'y a pas une seule plateforme qui soit facile. Bonjour. Bonjour. Par exemple, un laser, il y a une cohérence dans un laser. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les photons d'un laser? Mais bon, c'est juste une idée comme ça. Je pense qu'il y a... Ça les photons d'un laser, alors j'ai pas mis ça dans mon transparent aujourd'hui. Les photons d'un laser... Ils sont cohérents quand même, il y a une cohérence dans le laser. Mais ça dépend. Il y a dans le mot cohérence, il y a le mot cohérent recouvre plein de définitions différentes. Donc la cohérence du laser, c'est que tous les photons soient émis dans le même état, avec une phase qui est bien définie de manière collective, etc. C'est pas la même cohérence dont on parle ici. Pas du tout. Ça pourrait pas servir. Non, le laser, c'est un émetteur de lumière au sens statistique complètement classique. La lumière quantique, la lumière émise par un laser a des propriétés classiques. Donc si je veux utiliser le laser pour faire un ordinateur quantique, il faut que je fasse interagir ce laser avec quelque chose, essentiellement un matériau non linéaire, qui va modifier les propriétés de la lumière
pour lui donner des propriétés Une autre quantiques. question sur est-ce qu'il parle de fibre optique, 1000 km, on fait des répéteurs pour le quantique, pour les qubits. Comment on fait pour garder une cohérence sur 1000 km? Il y a des répéteurs? Alors, là, on mélange deux sujets. Il y a le calcul quantique. Là, ça va être fait localement. Je vais avoir une puce et je vais faire parler mes photons entre eux, etc. Et il y a les communications quantiques. Alors aujourd'hui, c'était un exposé sur les ordinateurs quantiques. C'est un autre exposé sur les communications quantiques. Je ne pense pas que je sois capable de le faire. Mais malgré tout, l'idée, c'est d'utiliser l'intrication, donc que j'ai ici avec mes deux pièces là, pour faire des communications à longue distance. Alors, l'idée de base des communications quantiques, ça va être... Aujourd'hui, on communique l'information avec des lasers très intenses. Chaque impulsion lumineuse contient des millions de photons. Peut-être plus que ça d'ailleurs. Donc un espion peut en prélever sans que je m'en rende compte. L'idée très très basique des communications quantiques, ça pourrait être par exemple de dire je vais utiliser des impulsions où il n'y a qu'un seul photon. Donc si quelqu'un en pique un, je vais le voir. Donc on peut utiliser des photons uniques pour faire des communications quantiques entre deux personnes. Mais je ne vais pas pouvoir... Les fibres ont quand même une transmission finie. Je ne vais pas pouvoir faire ça à un taux raisonnable sur des distances très très longues, parce qu'à la fin, il n'y aura plus de photons du tout. Et je ne peux pas, comme dans les technologies classiques, amplifier mon signal. Je ne peux pas mettre tous les n kilomètres un ampli, parce que l'ampli, par définition, il ne va pas en créer qu'un. D'abord, il y a des théorèmes très fondamentaux de la mécanique quantique, comme le théorème de non-clonage, qui disent que je ne peux pas faire ça. Alors voilà, la téléportation, ça c'est l'idée d'utiliser pour le coup des photons intriqués. C'est pas de la téléportation encore les photons intriqués, mais déjà on peut faire mieux en prenant des photons intriqués. Donc simplement, là j'ai dit j'envoie un photon de A à B, je vais pouvoir faire 50 km. Si je prends des photons intriqués, je mets quelqu'un au milieu, il envoie un photon de chaque côté, tac, j'ai gagné un facteur 2 sur la distance. Mais bon, va falloir que je fasse ça un peu plus longue distance. Et donc effectivement, une des architectures qui est anticipée, c'est de mettre des mémoires quantiques. Ça ne sera pas des amplis, ça sera des mémoires quantiques qui vont stocker et recycler l'information pour la retransmettre à plus longue distance. L'autre approche, c'est encore une fois utiliser ces états de photons avec plein de photons, tous intriqués les uns entre eux, en faisant une structure d'intrication particulière. Donc j'imagine que j'ai 1000 photons, tous intriqués les uns avec les autres. Je coupe ce paquet-là en deux, j'envoie 500 photons d'un côté, 500 de l'autre. Je vais en perdre plein en route, mais je vais aller beaucoup plus loin. Et comme j'ai dessiné mon état de façon à ce que tous les photons soient intriqués les uns avec les autres, s'il en reste deux, ils seront intriqués. Ça, c'est une façon de gagner en distance. Évidemment, il faut que je sois capable de créer un état avec 1000 photons intriqués au départ. C'est pour ça qu'on a envie d'aller vers cette solution-là aussi, parce qu'elle a aussi des applications pour faire des communications quantiques à plus longue distance. Donc c'est un sujet aussi très important dans la communauté photonique. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah, une question. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est l'expérience des deux photons uniques sur la lame semi et qui interfèrent entre eux. Oui. Quelles conditions doivent être remplies pour que ça marche, l'interférence? Moi, je me pose la question de la synchronisation. Ah oui, alors ça, c'est une des conditions. Quelle est la précision nécessaire et est-ce qu'on est bien d'accord que ça peut marcher avec deux sources différentes? Alors oui, donc... Qui n'ont pas besoin d'être cohérentes l'une avec l'autre. Non, il n'y a pas de phase, de relation de phase entre les deux, de cohérence au sens classique du terme entre les deux. Donc pour répondre précisément, pour écrire, quand j'ai écrit ces équations très simples ici, donc je vais quand même prendre ce transparent pour répondre à ta question. Il est là. Quand j'écris ça ici, quand j'écris 1 et 1 là, j'ai déjà écrit que j'avais un photon dans un mode. Et tout, donc j'écris 1, 1, et puis d'un seul coup, j'ai mes 4 termes de 0, 0, 2 et plus et moins 1, 1. D'accord? En fait, pour être capable de faire ça, il faut que je sois capable de dire j'ai écrit un photon dans un état. Or, quand on apprend la mécanique quantique et qu'on quantifie le champ électromagnétique, on va quantifier en utilisant par exemple les ondes planes. Et donc les ondes planes, ça va être des ondes monochromatiques, à une fréquence bien donnée. Or, si j'ai une fréquence bien donnée, je ne peux pas décrire des impulsions en fait. Quand j'ai des impulsions, ça veut dire que mon spectre en longueur d'onde, il va avoir une certaine largeur. Donc en fait, le 1 que je mets là, ça va être une décomposition en fréquence d'un état à un photon sur n fréquences.
Et la condition pour que je sois capable d'écrire ça, c'est que cet état soit pur. C'est un état quantique pur. Donc il faut que je génère un état quantique pur dans tous les degrés de liberté. Fréquence et ou temps. Voilà. Et puis que toutes les autres propriétés soient identiques, la polarisation, le mode spatial, etc. Et effectivement, tu as raison, il faut qu'ils arrivent en même temps sur le cube. Donc, alors en même temps, c'est je décris un photon, c'est un paquet d'ondes lumineuses qui a une certaine durée temporelle. Donc l'interférence, elle sera parfaite si j'ai aucun si se superpose parfaitement, et puis si j'ai un petit défaut de superposition, bah, l'interférence, elle ne sera pas parfaite. Mais ce n'est pas très compliqué à faire quand les photons sont assez longs temporellement, de synchroniser. La durée d'un photon, c'est... Là, on va rentrer dans des sujets un peu pointus. La durée d'un photon, d'abord, qu'est-ce que j'appelle un photon? Donc là, on va rentrer dans la notion de particule versus onde. Pour définir un photon, et là, en fait, il y a des débats entre nous, dans les opticiens, sur le sujet. De mon point de vue, pour définir un photon, je dois pouvoir dire, définir en fait un paquet, un paquet d'ondes, je n'arrive pas à trouver le mot en français. Un paquet d'ondes. Une impulsion lumineuse qui est en fait à une certaine dépendance temporelle. Et si elle a une dépendance temporelle, je suis capable de dire où elle est à un moment donné. D'accord? Donc là, je rentre dans la notion de particule, et j'ai appelé ça un photon. Donc pour moi, un photon, c'est forcément une impulsion lumineuse. Si je commence à imaginer une onde qui émet de la lumière de manière continue, je ne sais pas dire que j'ai un photon. Exactement, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Comme ça, une impulsion lumineuse, ça a un spectre. Donc ça veut dire exactement, et c'est pour ça que quand j'écris ça, quand on fait la seconde quantification pour écrire ça, on va écrire le photon sur la base des ondes planes qui sont monochromatiques. Donc je vais devoir sommer sur plusieurs fréquences le spectre qui correspond à la transformée de Fourier de mon impulsion. Et là où j'ai du mal, c'est fabriqué par un puits quantique. Donc une boîte quantique. La fréquence est assez bien déterminée quand même. Oui, mais les relations d'incertitude d'Heisenberg temps-énergie me disent que comme mon niveau d'énergie excité de mon électron, l'électron va au bout d'un certain temps aller vers l'état fondamental, il a un temps de vie fini. Donc ça définit une largeur. Donc la largeur de l'arrêt, c'est combien dans le puits? Alors chez moi, les photons, ils font 100 picosecondes de long. D'accord. Mais avec d'autres émetteurs, ils font 1 nanoseconde, puis avec d'autres, ils font 1 microseconde. Donc en fait, on a toute une zoologie. Oui, à la technologie de la source. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah oui. Oui, par rapport au nombre de brevets qui sont déposés par la Chine et les États-Unis, j'ai pas vu de brevets européens, on va dire. C'est une bonne remarque. Est-ce que du coup, ça pourrait représenter une fragilité sur la sécurité? Alors, comment dire? Il y a des Européens, là, c'est... Les Chinois, les Américains vont nous espionner. Le Royaume-Uni, ils sont dans la liste. C'est dommage, hein. Bon, alors, bah oui, commentaire. Oui, on n'est pas du tout dans le top 10, là, et loin de là, en France. Alors là, vous faites appel à j'ai une casquette qui n'a pas été sélectionnée par Dominique. Je m'occupe aussi d'encourager, puisque je suis une physicienne qui a franchi le pas et qui a créé une start-up. On m'a demandé, dans le cadre des domaines d'intérêt majeurs sur les technologies quantiques de la région Île-de-France, qui rassemble toutes les équipes franciliennes sur le quantique, d'encourager les gens à s'intéresser à la propriété intellectuelle, à la notion de brevet et à éventuellement valoriser leurs recherches. C'est un travail de longue haleine. Je ne sais rien dire de plus. Est-ce qu'il y a encore un autre commentaire? Mais je pense que quand même les choses bougent. Avec le, disons que ce qui est intéressant, c'est qu'en gros les gens de ma génération, c'est difficile de les faire se former à ces sujets-là, et déposer un brevet c'est compliqué. Mais ceux qui ont 10 ans de moins, 15 ans de moins, là, ils y vont.
Ça va être résolu avec la génération juste d'après, des chercheurs d'après, à mon avis. Écoute, on te remercie beaucoup, merci à vraiment vous, beaucoup. Merci beaucoup.